merci beaucoup Olaspad pour cette invitation et puis je peux que vous encourager hein, dans cette dynamique d'analyse de la place de l'Afrique dans les négociations environnementales. Pour ma part, ce matin, eh bien, je ferai un focus sur la place de l'agriculture dans les négociations climatiques avec euh, un regard porté sur la place de l'Afrique en fait dans ces négociations. Hein. Juste deux mots pour me situer. Donc moi, je suis directrice de recherche en sociologie politique au CIRAD. Je suis aussi enseignante à Sciences Po Paris. À Sciences Po Paris, j'anime un séminaire sur les politiques agricoles en Afrique. Et puis, je suis aussi co-animatrice du champ thématique stratégique du CIRAD sur le changement climatique. Et c'est à ce titre-là que je suis les COP depuis plusieurs années, afin à la fois de comprendre quels sont les enjeux des COP pour l'agriculture, et puis aussi de porter aussi la voix du CIRAD, puisqu'on essaye avec nos partenaires du Sud hein, de promouvoir nos résultats de recherche dans les COP. Voilà, je voulais juste dire ça pour vous dire de où je parle. Donc, ce matin, en introduction, je commencerai juste par vous rappeler que les questions agricoles dans les négociations climatiques ont émergé tardivement. C'est-à-dire qu'au moment de la signature de la Convention climat, donc la CNUC ou l'UNFCC hein, en anglais, en 1992, les questions agricoles étaient quasiment absentes des négociations climatiques. Ça a duré au moins jusqu'aux années 2010. Pourquoi? Parce que d'une part, on a considéré que l'agriculture était un objet trop politisé, trop épineux, trop compliqué, qui touchait à la sécurité alimentaire des pays. Et donc, les négociateurs en 1992 se sont dit, c'est déjà tellement compliqué, on va essayer d'avancer déjà sur les questions climatiques, mais pas l'agriculture dedans, pour essayer de faire avancer cette coordination internationale sur les enjeux climatiques. Et puis, deuxième idée aussi, qui explique pourquoi l'agriculture n'était pas dans les négociations agricoles, eh bien, c'est parce que en 1992 et dans les années qui ont suivi, dans toutes les années 90, la Convention climat, elle était focalisée sur les enjeux d'atténuation. C'est-à-dire que il y avait les pays de l'annexe 1 et les pays non annexe 1. En gros, il y avait les pays du Nord industrialisés qui étaient considérés comme étant les responsables du changement climatique, à juste titre, et les autres qui n'étaient pas concernés par les enjeux d'atténuation. Et donc, toutes les négociations étaient focalisées sur les enjeux d'atténuation, c'est-à-dire que les pays du Nord se demandaient comment ils pouvaient émettre moins et comment ils pouvaient séquestrer plus de carbone. Donc, à cette époque-là, on n'était pas du tout sur les enjeux d'adaptation au changement climatique. Hein, on était uniquement sur les enjeux d'atténuation et du coup, les pays, on va aller vite ici, en développement, pays du Sud, étaient peu intéressés par les négociations. Et l'agriculture étant une de leurs priorités, mais l'agriculture était aussi pas abordée dans ces négociations. Donc voilà, c'est les deux variables explicatives qui permettent de comprendre pourquoi l'agriculture, au départ, était peu débattue, était relativement absente des négociations. En fait, on ne parlait que de forêt et uniquement d'ailleurs sous l'angle des puits de carbone. Alors aujourd'hui, ça a bien changé et je voulais juste vous rappeler un chiffre pour commencer, c'est qu'aujourd'hui, 37% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des systèmes agri-alimentaires. On parle d'agri-food system pour la FAO, j'y reviendrai après. Donc, vous voyez bien qu'un chemin a été parcouru hein, entre cette absence de l'agriculture dans les années 90 et puis aujourd'hui, eh bien, l'agriculture fait désormais partie des négociations avec un chiffre assez élevé, hein, qui est en fait un des secteurs les plus émetteurs en fait de gaz à effet de serre. 37% des gestes proviennent des systèmes agroalimentaires. Voilà, en premier point de l'introduction. Et puis, deuxième point, eh bien, j'arriverai sur ma question, hein, sur pourquoi je me suis intéressée à ça. En fait, ce que je vais vous partager ce matin, c'est mes réflexions sur la place des questions agricoles dans les négociations climatiques aujourd'hui. Quelles sont les tensions?
Quelles sont les asymétries de pouvoir entre pays, entre groupes de pays, entre coalitions d'acteurs? Et donc, je ferai un focus sur l'Afrique et le groupe AGN, ce que vous connaissez sans doute, l'African Group of Negotiators, le groupe des négociateurs africains qui essaye de parler d'une voix euh, unique au nom de l'Afrique dans ces négociations agricoles euh, et, et notamment sur les questions agricoles, ce qui n'est toutefois pas véritablement le cas dans les faits, mais on va voir ça ensemble. Si vous, il y avait des questions d'éclaircissement en cours de la présentation, surtout n'hésitez pas, hein, sinon on fera bien sûr une discussion à la fin. Bon, en termes de cadrage théorique, je vais pas entrer dans le détail ici, juste pour vous dire que mes réflexions, elles s'inscrivent dans deux cadrages théoriques complémentaires. D'une part, un cadrage en termes de cadrage des politiques publiques, notamment de policy framing, c'est-à-dire que j'ai cherché à comprendre quels étaient les discours des acteurs qui étaient partie prenante dans les COP climat, ces discours notamment sur l'agriculture. Et donc, il s'agissait de comprendre à travers une analyse en termes de policy framing, de comprendre comment sont sélectionnés les acteurs et les discours, comment ils sont organisés, d'interpréter le sens des discours, euh, et de cette façon-là, de comprendre comment ces discours sont produits, reproduits, comment ils incluent collectivement certains cadrages, comment ils en excluent d'autres, de comprendre finalement la compétition entre acteurs collectifs qui utilisent stratégiquement un cadrage pour remporter des batailles politiques, notamment lors d'un méga événement tel que la COP27, puisque vous allez le voir dans la partie méthodo, mon entrée de terrain, c'est la COP27. Donc ça, c'est mon premier cadrage en termes de policy framing. Le deuxième, il est inspiré plutôt des relations internationales, notamment de cette idée de fragmentation de la gouvernance climatique mondiale. Dans la littérature en relations internationales, en sciences politiques, en fait, il y a une idée, une hypothèse forte qui est soutenue, qui est la suivante, c'est-à-dire que à l'échelle internationale, la gouvernance climatique mondiale est à la fois polycentrique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres de négociation et de décision, et elle est fragmentée. Donc ça s'inscrit dans toute une réflexion sur l'idée qu'il y a des régimes de politique publique qui sont interdépendants les uns des autres, qui créent en fait une dynamique de fragmentation. C'est-à-dire que, hein, pour exemplifier, on pourrait se dire que les questions climatiques, eh bien, on en parle bien sûr à la COP climat, mais on en parle aussi dans les COP biodiversité, on en parle aussi à l'OMC, on en parle à l'OMS, etc. Donc il y a une fragmentation. Voilà les deux ancrages théoriques. N'étant pas beaucoup plus ici, on pourra en reparler dans la discussion si ça vous intéresse. En termes de méthodologie, donc vous allez voir ma réflexion, elle est ancrée donc, dans une analyse de terrain, notamment pendant la COP25 de Sharm el-Sheikh, donc en Égypte. J'ai ethnographié les pavillons, les conférences. Et puis j'ai également réalisé une enquête qualitative en 3 temps, c'est-à-dire que j'ai réalisé des entretiens avant la COP27, pendant la COP27 et le processus de négo, et après, avec des acteurs clés, à la fois des négociateurs, et puis aussi des représentants du secrétariat de l'UNFCCC, de la Banque mondiale, des États. Et puis bien sûr, une analyse de la littérature grise pour comprendre les enjeux avant, pendant et après la COP27. Donc la COP27, donc, elle s'est tenue à Sharm el-Sheikh, comme je vous le disais, c'était une COP Afrique. Hein. Vous savez que la COP, on tourne, hein, chaque année c'est un continent différent. Donc cette année-là, c'était une COP Afrique. Et l'objectif de la COP, c'était vraiment de souligner les enjeux agriculture et eau qui sont particulièrement prégnants en Afrique. Et donc il y avait une décision de COP sur l'agriculture qui était attendue pendant la conférence de Sharm el-Sheikh, pendant la COP de Sharm el-Sheikh. C'est une COP qui a connu un certain succès, parce qu'il y a eu environ 15 000 personnes qui se sont rendues à la COP. Donc, je vous propose ce matin un plan assez simple. Hein. Alors, je ne sais pas très bien quel est mon auditoire. Est-ce que vous connaissez l'enjeu, les objets? Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par le cadre théorique? Donc, j'ai essayé un peu
de rester assez didactique, pédagogique, d'essayer d'emmener même ceux qui n'y connaissent rien pour aller un peu vite. Et donc, une première partie repère, où je pense que c'est important de comprendre de quoi on parle pour l'agriculture et les systèmes alimentaires face au changement climatique. Euh, nous, les systèmes agri-alimentaires sont à la fois responsables du changement climatique, c'est ces fameux 37% dont je vous parlais. Ils sont aussi bien sûr victimes du changement climatique. Comme vous l'avez dit en introduction, eh bien, l'Afrique est durement impactée par le changement climatique. Et puis aussi, ces systèmes agri-alimentaires, ils sont porteurs de solutions pour le changement climatique. Donc voilà, je vais développer un peu sur ça, en mettant la focale sur l'Afrique. Dans une deuxième partie, j'aborderai plus directement la question de la mise à l'agenda des questions agricoles dans les négociations climatiques et la place du groupe des négociateurs africains. Ensuite, je ferai une focale sur les négociations pendant la COP27 et les blocages et la position de l'Afrique. Et puis ensuite, quelques points de conclusion. Donc vous allez voir, cette première partie, elle est un peu pédagogique. J'espère, elle est pas trop scolaire, mais quand même, il faut, avant de commencer à discuter de ce sujet, il faut avoir quand même quelques chiffres en tête et comprendre de quoi on parle. Vous allez voir, je vais quand même aller assez rapidement, hein, juste, je voulais vous parler ce matin donc des systèmes agri-alimentaires dans le monde et en Afrique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces systèmes agri-alimentaires? En fait, déjà, système agri-alimentaire, c'est la terminologie de la FAO, qui est le résultat de agriculture et alimentaire. Et donc, dans ces émissions des systèmes agri-alimentaires, on met à la fois toutes les émissions à l'échelle euh, de la parcelle agricole. C'est tout ce qui est en vert, c'est le farm gate, là, vous voyez. Donc, ça représente à peu près la moitié des émissions. Vous avez en jaune le changement d'utilisation des terres. C'est la déforestation. Et puis, vous avez un poste en orange qui renvoie aux activités de pré-production et de post-production. La pré-production, c'est tout ce qu'il faut avant d'aller sur la ferme, notamment des intrants chimiques. Et puis, tout ce qui est post-production, c'est après la production agricole, c'est-à-dire le transport des produits agricoles, leur transformation en produits alimentaires, euh, leur conservation, et puis tout ce qui relève des pertes et gaspillages. Donc voilà, c'est ce dont on parle quand on parle de système agroalimentaire. Alors peut-être vous avez pas entendu parler avec cet acronyme de AFOLU. On parle souvent du système AFOLU ou des émissions du secteur AFOLU. En fait, AFOLU, c'est changement d'utilisation des terres, donc déforestation, et production agricole. On n'a pas le pré et le post-production, mais de plus en plus, on met pré et post-production ensemble pour comptabiliser ces gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que ce poste de pré et post-production a tendance à exploser. Il prend une part de plus en plus importante. Les derniers chiffres montrent que même il y a plus de gaz à effet de serre après la production agricole qu'au moment où on produit un produit agricole. Je voulais aussi vous mettre, pour bien comprendre les enjeux pour l'Afrique et pour le monde, ce diagramme qui est assez surprenant dans la mesure où vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole. On est ici uniquement d'origine agricole, hein, émis par continent. Vous savez qu'à l'échelle euh, des COP, on raisonne par continent, et d'ailleurs, il y a bien des négociateurs africains, donc ils expriment au nom de l'Afrique. Donc, ces chiffres ne tiennent absolument pas compte ni des surfaces, ni de la population, on est d'accord. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le premier continent émetteur de gaz à effet de serre d'origine agricole, c'est l'Asie. C'est pas surprenant, notamment avec le riz, qui est fortement émetteur de méthane, et donc qui en fait le premier continent émetteur de gaz à effet de serre d'origine agricole. Le deuxième continent, ce sont les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, avec des situations très très différentes, hein, déforestation, intrants chimiques Amérique du Sud, et puis plutôt des questions liées à l'élevage en Amérique du Nord. Troisième continent le plus émetteur, ce qui est surprenant, c'est l'Afrique. Vous voyez qu'en termes de gaz à effet de serre d'origine agricole, l'Afrique produit plus que l'Europe.
Ça s'explique assez facilement, on pourrait revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Ça s'explique par la déforestation, parce qu'on parle souvent de la déforestation en Amazonie, mais en fait, il y a une déforestation très importante en Afrique centrale. Et puis, ça s'explique aussi par l'élevage. On pourra en parler dans la discussion si vous le souhaitez, mais les métriques utilisées sont les mêmes au nord et au sud, et elles ont tendance à être particulièrement défavorables pour l'Afrique. Mais je voulais quand même vous mettre ce graphique parce qu'il est important pour comprendre la position des négociateurs africains dans les négociations climatiques. Carte suivante, vous voyez, cette fois-ci, je descends à l'échelle des pays et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit bien que l'Afrique, eh bien, par pays, on a des systèmes agroalimentaires qui sont relativement soit très faiblement émetteurs, soit faiblement émetteurs. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux systèmes agroalimentaires particulièrement émetteurs, c'est le Brésil et la Chine, sans surprise. Carte encore plus intéressante, cette fois on descend par habitant et on regarde les émissions de gaz à effet de serre agricole par habitant. Et là, vous voyez que l'Afrique est extrêmement peu émetteur en termes de gaz à effet de serre par habitant. Ça s'explique par la densité de population et puis par des émissions de gaz à effet de serre brut qui sont finalement pas très élevées, encore moins au regard du nombre d'habitants. Alors, vous voyez quand même, hein, en Asie, vous avez la Mongolie, et puis en Afrique, vous avez Namibie ou Botswana. En fait, ça s'explique en fait par l'élevage, qui est particulièrement important dans ces pays, et donc il y a plus de ruminants bovins que de population, ce qui fait en fait un niveau de gaz à effet de serre par habitant élevé. Mais globalement, à l'échelle de l'Afrique, vous voyez bien que c'est particulièrement très faible pour les pays africains, ce qui renvoie finalement euh, à une interrogation sur le mode de développement. Parce qu'on peut être très nombreux à peu émettre de gaz à effet de serre, et on peut, à contrario, bien sûr, être beaucoup moins nombreux, mais émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Bon, voilà, juste pour cadrer l'enjeu. Je vous ai mis également une carte au-delà des émissions des gaz à effet de serre d'origine agricole. Eh bien sûr, il y a des impacts. Donc, je vous ai mis une carte ici sur les impacts du changement climatique attendu en Afrique en 2080. Et là aussi, il faut avoir ça à l'esprit pour comprendre la position des négociateurs. C'est-à-dire que, en fait, en 2080, l'impact sur les céréales en Afrique, il est globalement négatif, mais vous voyez aussi, pardon, vous voyez aussi qu'il y a des zones qui vont profiter du changement climatique. Donc, vous voyez bien toute la zone nord-africaine, elle va être durement impactée par le changement climatique. Il va y avoir une diminution des rendements céréaliers de près de 50%. Vous voyez, en zone sahélienne aussi, il y a plutôt globalement une forte diminution des rendements. Mais en Afrique centrale, on voit quand même beaucoup de zones où il va y avoir une augmentation même des rendements. Ce qui euh, interroge sur le positionnement à l'échelle de l'Afrique. Je vous ai mis aussi pour finir, très rapidement, je ne vais pas entrer dans le détail, mais pour l'Afrique, oui, dans le premier graphique, donc en haut, hein, celui-ci, qui nous montre en fait que les émissions par habitant en global ici, c'est pas par geste agricole, c'est que les gestes en général n'ont pas augmenté en Afrique. Les projections, elles, laissent penser que l'augmentation de GES ne va pas beaucoup augmenter en Afrique. Aujourd'hui, on est aux alentours de 4%, on devrait être à peine à 5% euh, euh, en 2050. Par contre, il y a une explosion pour l'Asie. Ce qu'on voit aussi sur ces graphiques, c'est la très grande disparité de GES, donc en global ici, pas GES agricole, entre pays africains, avec l'Afrique du Sud, premier pays émetteur, le Nigeria, l'Égypte ensuite, l'Algérie, etc. Donc ce sont des pays qui sont fortement émetteurs, notamment de par leur système énergétique, notamment l'extraction du pétrole. Et tout en bas du classement, vous auriez les pays de la zone sahélienne. Et puis, dernier graphique qui est intéressant, qui montre d'où viennent ces émissions. Eh bien, on a des émissions très fortes qui viennent du CH4, donc du secteur de l'élevage, et puis aussi du CO2 qui est lié au système énergétique.
Voilà, il faut avoir ça à l'esprit parce que pour les négociateurs africains, voilà quels sont les chiffres. Il y a des pays dans la zone sahélienne qui émettent beaucoup de par notamment l'élevage, il y en a d'autres qui émettent de par euh, la déforestation, il y en a d'autres qui émettent en dehors du secteur de l'élevage de par leur système énergétique. Donc ça crée bien sûr des difficultés quand on est un négociateur unique au nom de l'Afrique. J'aborde ma deuxième partie, donc cette fois qui touche plus directement la question de la mise à l'agenda tardive des questions agricoles et alimentaires dans les négociations climatiques, avec encore une fois les enjeux pour l'Afrique. Donc je vous ai mis ici une frise qui reprend l'évolution des négociations agricoles dans les COP. Donc vous avez bien en 1992 la signature de la Convention, 1997 le protocole qui n'engageait à rien pour les États africains, et puis à la faveur d'une mobilisation des pays dits du G77 dans les années 2000, on ne va plus seulement parler d'atténuation, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi d'adaptation au changement climatique. Pourquoi? Parce que les pays du Sud vont dire aux pays du Nord, pour aller un peu vite, bon, vous discutez du changement climatique, vous êtes responsables, mais les premiers affectés par le changement climatique, ce sont nous. Donc il ne faut plus seulement parler d'atténuation, mais aussi d'adaptation. Donc il va y avoir une mobilisation de ce G77 plus Chine dans les années 2000 qui va mettre à l'agenda politique la question de l'adaptation. Et avec la question de l'adaptation va nécessairement émerger la question de l'agriculture. Hein, dans la mesure où on sait que les pays africains sont particulièrement euh, sensibles aux questions de sécurité alimentaire, bien sûr. Donc, petit à petit, il va y avoir, au cours des années 2000, une fenêtre d'opportunité favorable à l'émergence des questions agricoles et alimentaires, qui va se concrétiser à partir de 2011 et de la COP de 17 de Durban, où on va mettre à l'agenda un premier groupe de travail sur les questions agricoles. Ça va aboutir en 2017 à l'action commune de Coronivia, de 2017 à 2018, puis 2022, il va y avoir un cycle qui va aboutir à Sharm el-Sheikh en 2023. Donc pour comprendre cette dynamique, on va essayer de comprendre plus exactement ce qui s'est passé dans les années 2000. Au cours des années 2000, donc je vous le disais, il y a une mise à l'agenda de la question de l'adaptation au changement climatique et dans la foulée des questions agricoles. En fait, il y a un premier chiffre qui va sortir en 2006, issu d'un rapport de la FAO qui s'appelle Livestock Launch Shadow, qui a fait date, et qui dit quoi, ce rapport? Que le secteur de l'élevage est responsable de près de 14% des gaz à effet de serre. Et donc, il y a de nombreux journaux en Afrique et aussi en Europe qui titrent, et aux États-Unis, qui titrent 14%, c'est plus que le transport. Donc, il y a vraiment à cette époque-là, dans les années 2000, une stigmatisation de l'élevage et plus largement de l'agriculture qui va faire du problème agricole un sujet de tension. C'est-à-dire qu'on focalise beaucoup sur le transport, sur le pétrole, mais en fait, l'agriculture, c'est vraiment un problème pour le climat. Très rapidement, il y avoir une mobilisation de la recherche internationale qui va expliquer que certes, le secteur agricole est un secteur émetteur, mais qu'il est aussi pourvoyeur de solutions et puis qu'il faut penser en synergie agriculture, sécurité alimentaire et atténuation, adaptation. C'est dans cette foulée-là que vont émerger plusieurs termes, notamment le terme de Climate Smart Agriculture, donc agriculture climato-intelligente, qui va essayer de penser en synergie agriculture et climat. Et puis d'autres termes vont être revisités, comme le terme de l'agroécologie qui va être remobilisé pour montrer que l'agroécologie est une solution aussi pour le changement climatique. Et puis, il va y avoir aussi, par exemple, le terme de Nature-Based Solution, NBS, qui va montrer aussi que c'est par la nature qu'on peut essayer de trouver des solutions à la fois pour le climat et pour l'agriculture. Ça va essaimer. Et au début des années 2010, en plus, il y a eu les émeutes de la faim. En plus, il y a eu Copenhague, l'échec des négociations de Copenhague en 2009,
qui a fait que les négociateurs étaient en quelque sorte en recherche d'un nouveau souffle, tout ceci va créer une fenêtre d'opportunité qui va expliquer donc à la COP d'Urban en 2011, la question agricole va enfin être officiellement mise à l'agenda. Pardon. Comme je vous le disais tout à l'heure, et on le voyait sur la frise, il va y avoir des cycles de discussion et donc qui vont aboutir à un premier cycle de travail qui s'appelle Coronivia et qui va aboutir à une décision officielle de COP au moment de la COP 27 de Sharm el-Sheikh. Alors, quid de l'Afrique dans cette dynamique? Bon, l'Afrique, le groupe des négociateurs africains, a officiellement été créé en 1995, au moment de la COP 1 à Berlin. Et les négociateurs africains, en fait, étaient, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, légèrement sur la défiance, dans la mesure où la focalisation était mise sur les questions d'atténuation, et eux n'étaient pas directement concernés par ces questions. Mais malgré tout, hein, il va y avoir la création de ce groupe AGN, donc en 1995. Dans les années 2000, comme je vous le disais, le G77 va faire pression pour les questions d'adaptation et non plus seulement d'atténuation émergent. Et donc, l'AGN va s'impliquer davantage dans les négociations en faisant pression pour l'adaptation. Et au moment de Nairobi en 2006, puis de Durban en 2011, leur posture vis-à-vis du climat ou des négociations climatiques va véritablement évoluer. C'est-à-dire qu'ils vont passer en fait d'une posture de défiance à une posture beaucoup plus proactive en estimant que d'une part le climat, ça peut être un outil de développement, c'est-à-dire qu'il faut aller drainer des financements, enfin capter des financements sur le climat pour euh, assurer le développement de l'Afrique. Le climat devient aussi un instrument de diplomatie et puis c'est aussi, en tout cas ça peut devenir, un instrument d'intégration régionale. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir, vous allez voir, comprenez donc qu'il y a donc un changement de posture ici, puisqu'on va passer d'une posture de défiance à plutôt une posture proactive. Et donc, l'adaptation dans ce contexte va devenir la priorité absolue du continent. Et d'ailleurs, il va y avoir, à cette occasion-là, à cette période, eh bien, une stratégie africaine sur les changements climatiques. Il va y avoir également dans les contributions déterminées au niveau national, vous savez, ces fameux CDN hein, que les États doivent déposer, eh bien, une orientation forte sur adaptation et climat. Et donc, pour ce groupe AGN, donc encore une fois, un groupe des négociateurs africains, les négociations climatiques jouent une triple fonction. D'une part, une fonction de représentation pour affirmer la voix africaine dans la définition des mécanismes internationaux. Une fonction d'agrégation pour renforcer la cohésion identitaire et politique du continent autour d'une vision commune, même si c'est parfois compliqué. Vous l'avez vu avec les enjeux climatiques qui sont diversifiés d'un pays à l'autre, d'un enjeu à l'autre. Et puis, les négociations servent aussi à mobiliser les fonds nécessaires, financer le développement, financer la climatisation des politiques agricoles. Ce qu'on peut dire aussi plus récemment encore, peut-être qui peut vous intéresser, c'est que depuis la COP 21 de Paris, enfin, vous savez, dans la COP 21 de Paris, il y avait un article 11 qui disait qu'il fallait renforcer le capacity building, les renforcements des capacités des pays en développement. Donc c'est à cette occasion qu'il y a eu la création de l'ACNES, en fait, c'est une ONG qui vise à former le groupe des négociateurs africains, qui vient aider finalement à ces négociateurs africains à se former aux enjeux des négociations et dans l'objectif de faciliter la fabrication, l'émergence d'une position commune sur la base de preuves scientifiques. Donc ils ont, je peux vous inviter, hein, j'ai pas le temps de développer, mais à regarder ce que fait l'ACNES, mais ils ont des positions sur l'agriculture, sur le gender. Là, sur la COP 30, par exemple, ils proposent des formations sur les critères d'évaluation de l'adaptation, qui sont vraiment un enjeu fort pour l'Afrique, vous le savez bien, et donc ils sont directement en lien avec le groupe des négociateurs africains. Bon, venons-en maintenant concrètement aux négociations en tant que telles.
pour comprendre au concret, eh bien, en quoi ont consisté les négociations au moment de la COP27 de Sharm el-Sheikh en quoi ont consisté les négociations sur la place des enjeux agricoles, avec encore une fois une focale, pas forcément, vous allez voir, sur l'Afrique. Comme je vous le disais, à Sharm el-Sheikh, pour la première fois, il y a un texte officiel qui reconnaît la place des questions euh, agricoles et de sécurité alimentaire dans les négociations climatiques. C'est-à-dire qu'il y a un texte de COP qui dit oui, l'agriculture et le climat, eh bien, sont des sujets qui doivent être traités ensemble. Alors, si vous regardez le texte, vous allez vous dire, ouh là là, mais c'est évident. Tout ce qui est mis dans ce texte, c'est reconnaître le lien entre agriculture et changement climatique et sécurité alimentaire. Bon, bah, est-ce qu'il fallait vraiment une décision de COP pour nous dire ça? Eh bien oui, en fait, parce que d'une part, ça sanctuarise cette question au sein des négociations climatiques. Donc, de ce point de vue-là, c'est une victoire. Mais aussi parce que si on creuse, vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup moins consensuel que ça n'y paraît. Parce que, par exemple, dans ce texte, vous allez voir que on y voit à la fois le terme d'adaptation et le terme d'atténuation. C'est-à-dire qu'on dit, eh bien, l'agriculture dans le monde a un rôle à jouer à la fois pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, ce qui paraît pas très ambitieux comme déclaration. Et pourtant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été très, très compliqué d'inclure le terme atténuation dans ce texte. Alors, vous avez bien compris, je vous l'ai montré, hein, que les pays du G77 plus Chine étaient très volontaires sur l'adaptation depuis les années 2000. Et donc, en étant très volontaires sur l'adaptation, eh bien, euh, c'était une façon de rappeler aux pays du Nord qu'il ne fallait pas être uniquement focalisé sur l'atténuation, mais aussi sur l'adaptation et donc sur le financement de l'adaptation dans des pays qui, eux, n'avaient pas de responsabilité, la plupart d'entre eux, dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il s'agissait donc d'obtenir un texte équilibré qui parle à la fois d'adaptation et d'atténuation. Les pays du Nord étaient donc favorables à ce que les deux termes, adaptation et atténuation, figurent dans le texte. Mais, en fait, il y a eu un pays qui a véritablement causé un problème pendant les 15 jours de la COP, c'est l'Inde, qui, poussée par une partie des BRICS, notamment par l'Arabie saoudite, a refusé que le terme d'atténuation eh bien, figure dans ce texte de COP sur l'agriculture, en estimant que eh bien, si on mettait l'atténuation, ça pouvait être une entrave au développement de l'Inde, des BRICS et plus largement des pays du G77, pays en développement, parce que eh bien, on pourrait leur dire, bah non, vous ne développez pas de cette façon votre agriculture parce que vous allez émettre trop de gaz à effet de serre si vous développez votre agriculture de cette façon. Donc pour l'Inde, ça a été perçu comme un risque. Les pays du G77 étaient plutôt dans une position d'attente. Au début, ils ont suivi, puis après, non, ils n'ont pas suivi. Et en fait, ce qu'on comprend, en fait, c'est que c'est au moment de la COP27 de Sharm el-Sheikh qu'a été créé le fonds qui s'appelle perte et dommages. Vous savez, il y a un fonds de financement pour l'atténuation au sein des négociations climat. Il y a un fonds pour l'adaptation. Et depuis 2022, il y a un fonds qui s'appelle pertes et dommages, loss and damage. En fait, où on paye pour réparer les dégâts causés par le changement climatique. Classiquement, on cite souvent le Pakistan qui a été dévasté, enfin qui est régulièrement dévasté par des inondations monstres. Eh bien, il y a un fonds désormais pour payer pour ces dommages créés par le changement climatique. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, ce qu'on a compris au fil du temps, c'est que si l'Inde bloquait pour que le texte euh, ne parle pas, n'évoque pas la question de l'atténuation, en fait, c'était en quelque sorte une monnaie d'échange, c'était pour créer un rapport de force pour que l'Europe et les États-Unis financent bien un fonds des pertes et dommages. Et donc, au moment de la COP27, le dernier jour,
l'Europe a bien voulu euh, que la création de ce fonds se fasse et l'Inde, quasiment dans les heures qui ont suivi, a accepté que le terme atténuation figure dans le texte de COP. Et ça illustre véritablement euh, le rapport de force entre les responsables du changement climatique. Pardon, j'ai un appel qui... Vous m'entendez toujours? Allô? C'est bon, on vous entend, on vous Oui, entend. pardon, j'ai reçu un appel international du Sénégal et du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème. C'est pour ça, Non, excusez-moi. c'est pas nous, c'est pas nous. Ah, désolé. Donc, il y a toujours donc ça illustre le rapport de force, pardon, entre les responsables du changement climatique et les victimes, entre guillemets, en tout cas, ce qu'ils se présentent comme ça entre Nord et Sud, même si ces catégories tendent à se brouiller, on va le voir. Donc, je vous ai mis ici euh, un petit, euh, un petit schéma qui montre bien que euh, le Nord, ici, était favorable à ce que le terme de mitigation, donc séquestration, soit dans le texte. On avait les G77 plus Chine qui étaient OK pour que les deux termes y figurent. Et puis on avait l'Inde qui était hostile à ce que le terme y figure. Finalement, ça aboutit ici à ce que tous les pays soient d'accord suite à un rapport de force, notamment entre l'Inde, les BRICS et l'Union européenne et les États-Unis. Je vous mets un autre petit schéma. En fait, j'ai essayé d'adopter le même schéma sur tous les enjeux. Donc ça, c'était les premiers enjeux, premier rapport de force sur ce texte entre les pays. Deuxième rapport de force qui renvoyait à la création d'un nouveau body, d'un nouveau corps dédié à l'agriculture au sein de la COP. C'est-à-dire qu'une partie des pays africains, cette fois, du groupe des négociateurs africains, voulait que soit créé un nouvel organe qui soit dédié au sein de la COP aux questions d'agriculture. Et donc, ils étaient véritablement en faveur de la création de ce nouvel organe avec des prérogatives et tout un, un arsenal juridique qui viendrait encadrer la création de ce nouvel organe. Les pays du Nord, l'idée par les États-Unis et l'Europe, pardon, étaient véritablement opposés à la création de ce nouvel organe, en estimant qu'il y avait un risque de resectorisation de la question agricole. Or, on voulait bien, au contraire, penser de façon désectorisée les enjeux agricoles. Et puis aussi, ils ne voulaient pas payer pour la création de ce nouvel organe. Le G77 plus Chine n'était pas opposé à la création de ce nouvel organe, mais n'ont pas non plus soutenu mordicus ce nouvel organe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord, et donc il n'y a pas eu de nouvel organe qui a été créé au moment de la COP27. Et ça, c'est un sujet de tension qui persiste entre les pays africains et les pays du Nord, principalement sur la création de ce nouvel organe qui serait dédié aux questions agricoles. Troisième sujet de tension au sein du texte, c'est la question des food systems, des systèmes alimentaires. Vous voyez que dans le début, là, je vous ai parlé surtout de systèmes agri-alimentaires. Je vous ai parlé de la question agricole, mais la question des systèmes agri-alimentaires, donc agriculture plus alimentation, elle est désormais appréhendée de façon conjointe. L'Union européenne plaidait d'ailleurs pour qu'on parle moins d'agriculture que de food system et de son lien avec le changement climatique. Et donc ça, c'était une demande de l'Union européenne. Étrangement, il y a eu euh, une alliance ici un peu improbable, dans la mesure où les États-Unis refusaient absolument qu'on parle de food system. Ils voulaient bien qu'on parle d'agriculture, mais pas de système alimentaire, dans la mesure où pour eux en parler, eh bien, c'était questionner leur système alimentaire à eux, vous savez, qui est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre, avec une utilisation avec des émissions de gaz à effet de serre extrêmement importantes liées à leur consommation très forte de viande. Et puis aussi un autre groupe qui ne rejetait absolument cette notion de système alimentaire, c'était l'AGN, le groupe des négociateurs africains,
Avec d'autres arguments, pour les négociateurs africains, il fallait uniquement se focaliser sur l'agriculture et pas sur l'alimentation, parce qu'il y avait déjà tellement à faire sur alimentation que on allait perdre l'enjeu, et aussi en faisant entrer alimentation, on allait faire rentrer dans la discussion toutes les entreprises d'agro-business qui eh ben, sont plutôt mobilisées en faveur d'une mondialisation du système alimentaire, c'est-à-dire pour étendre les enjeux, enfin l'exportation et l'importation de produits agricoles et alimentaires qui font pas la part belle au circuit court. Or, pour des enjeux de sécurité alimentaire, bien sûr, c'est un risque pour les négociateurs africains. Et donc, il y a eu une alliance ici improbable entre les États-Unis d'un côté et le groupe des négociateurs africains qui ont rejeté la notion de système alimentaire dans cet accord de Sharm el-Sheikh. Le G77 plus Chine, dans lequel il y a des négociateurs africains, bien sûr, hein, eh bien, n'était pas opposé, mais encore une fois, est plutôt resté assez flou sur l'utilisation de ce terme. Et donc, ça aboutit à ce que dans la déclaration de COP, on rejette la notion de système alimentaire. On a donc gardé une déclaration de COP qui ne s'intéresse que à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. On n'est pas sur les systèmes alimentaires. Enfin, pour finir, dernier point de tension très fort, c'est les orientations qui ne figurent pas dans ce texte. C'est-à-dire que dans ce texte, on a uniquement un lien qui est fait entre agriculture, sécurité alimentaire et climat, mais sans nous dire comment il faudrait développer une agriculture qui résonne avec les enjeux du changement climatique. C'est-à-dire qu'on ne parle ni d'agroécologie, ni d'agriculture climato-intelligente qui promeut plutôt des solutions techniques, ni de nature-based solution. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution qui est préconisée dans cette déclaration de COP parce qu'il y a énormément de tensions en fait sur les chemins à suivre, et puis il y a aussi surtout pas de consensus, hein. Il y a une coalition qui est largement en faveur de la Climate Smart Agriculture, c'est la FAO, la Banque mondiale, l'ICA, AICRA, l'Islamic Development Bank, et certains pays africains d'ailleurs développent des stratégies Climate Smart Agriculture. Et puis de l'autre côté, vous avez plutôt une coalition avec l'Union européenne, les ONG de solidarité internationale, Via Campesina, Cannes, euh, euh, des, des, des pays africains, des pays d'Amérique latine, et la FAO aussi, qui joue un peu le double discours, qui promeuvent plutôt l'agroécologie. Donc il y a une tension très forte avec des enjeux économiques également très forts derrière ces différentes façons de répondre aux enjeux climatiques pour l'agriculture, qui va créer donc des tensions très fortes et qui va faire que dans la décision de COP, aucun choix n'a été fait. Pardon. Et donc, bon, j'ai peut-être ici juste dire deux, trois mots hein, sur donc Climate Smart Agriculture, bah, ça promeut plutôt des approches techniques telles que euh, l'irrigation de précision, l'utilisation de drones, la sélection variétale, les biotechnologies pour répondre aux enjeux du changement climatique euh, en agriculture. L'agroécologie, bah, vous savez, j'imagine assez bien, a plutôt une approche holistique qui consiste à penser l'agriculture à la fois comme une solution en termes d'adaptation, notamment avec l'agriculture familiale, qui suit largement des pratiques agroécologiques, notamment en Afrique, avec des rotations des cultures, on limite les intrants chimiques, etc. Et c'est aussi un levier pour l'atténuation. Et puis vous avez tout ce qui relève de la nature-based solution, qui consiste en fait, pour le monde de la conservation, à montrer que la conservation peut être un moyen pour répondre aux enjeux du changement climatique dans l'agriculture et donc d'avoir accès à des fonds climatiques. Mais sur ça, c'est un objet extrêmement conflictuel, non consensuel, y compris à l'échelle de l'Afrique. Et là, je vous ai mis juste quelques chiffres. En fait, on a regardé
dans les CDN, dans les contributions nationalement déterminées des États africains, quels États avaient dit dans leur contribution nationalement déterminée qu'elles feraient de l'agroécologie. Et donc, on est, alors, sur les CDN africaines, 22% des NDC africaines utilisent le terme agroécologie. Donc, on retrouve le Bénin, le Burundi, RDC, Madagascar, Mauritanie, Maurice, Togo, c'est pas exhaustif, hein. Et puis, vous en avez beaucoup plus qui ont promu, mentionné une approche en termes de climate smart agriculture. On est à près de 60% des pays africains, hein. Et puis, vous avez aussi des pays qui, dans leur CDN, ont mis les deux. C'est le cas de l'Ouganda, c'est assez intéressant, hein, Climate Smart Agriculture et agroécologie, avec à chaque fois des bailleurs différents, hein. Et puis, vous avez aussi à cet état des lieux, avec cette focale africaine, des approches régionales ou sous-régionales, hein. À ICRA, eh bien, c'est Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali, Sénégal, Zambie, pour renforcer les pratiques de Climate Smart Agriculture. Donc, c'est une initiative régionale. Et dans le même temps, vous avez l'élaboration de stratégies agroécologie pour certains pays, ce qui est le cas, par exemple, du Sénégal, du Burkina. Et c'est vraiment, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de cohérence, quoi, entre à l'échelle des pays, déjà, il n'y a pas de cohérence, à l'échelle de la région et encore moins à l'échelle du continent. Et ce, d'autant plus qu'il y a des initiatives bilatérales qui viennent encore freiner, entraver cette cohérence nationale, régionale ou continentale. C'est-à-dire que il y a des initiatives eh bien, de différents bailleurs. Il y a une initiative qui s'appelle IM4C, c'est la fondation Gates, qui a mis énormément d'argent sur la Climate Smart Agriculture. L'Union européenne finance beaucoup de projets sur l'agroécologie. Enfin, donc c'est difficile de tenir un cadre unitaire euh, à l'échelle du continent sur une orientation à tenir sur les questions d'agriculture et de changement climatique. Voilà, c'est sur ça que je voulais euh, finir. Donc en conclusion, j'espère que j'ai pas été trop longue. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a vraiment une fragmentation des questions agricoles et alimentaires au sein des négociations climatiques, ce qui fait qu'on a des difficultés à avancer de façon ambitieuse. Vous avez compris, les stratégies, les intérêts, les acteurs, les cadrages cognitifs sont antagonistes, hein. C'est pas seulement qu'il n'y a pas de consensus, c'est qu'il y a vraiment des antagonismes forts, hein. Soit on fait de l'agroécologie, soit on fait de la climate smart. Et puis, soit on est pris dans des logiques qui consistent à avoir une position opportuniste ou en fonction des financements, on fait un peu les deux. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle globale, pour AGN, pour le groupe des négociateurs africains, aujourd'hui, il y a un consensus sur atténuation et adaptation. L'ensemble des pays africains parlent à la fois d'atténuation et d'adaptation, et dans le texte, ils ont tous été d'accord pour ça. Sur Food System, il y avait un consensus en 2022 au moment de Sharm el-Sheikh sur le fait qu'il ne fallait pas faire entrer les food systems dans les négociations. Aujourd'hui, c'est différent. C'est différent parce que, d'une part, il y a eu la déclaration à Dubaï l'année dernière sur les systèmes alimentaires. Hein, la présidence des Émirats arabes unis a demandé à ce que l'ensemble des pays du monde incluent davantage les systèmes alimentaires dans leur NDC. Et donc là, du coup, ça bouge. Et donc à l'échelle du continent africain également. Troisième idée, il n'y a pas de consensus sur l'orientation, les solutions controversées, hein, comme je vous le disais, climate smart, agroécologie, nature-based. Il y a un consensus toutefois sur l'enjeu du financement. À l'échelle du continent africain, il y a un consensus sur l'idée qu'il faut augmenter les financements dédiés au changement climatique. Avec ce chiffre, la finance climatique ne dédie que 4% de ses financements à l'agriculture. Or, hein, on est bien à 37% de gaz à effet de serre qui sont émis par les systèmes alimentaires. Donc il y a vraiment un gap ici, un déficit de financement extrêmement fort. D'autant plus que sur cette finance climatique, il y en a uniquement 0,3 qui est dédié à l'agriculture familiale. Donc ça, c'est des chiffres extrêmement forts, extrêmement parlants. Ils montrent à quel point il y a un manque de financement. On pourra en parler par la suite. On peut dire il faut des financements supplémentaires.
Mais on pourrait aussi dire, oui, il faut des financements supplémentaires, mais il faut aussi et surtout réallouer les financements existants qui sont extrêmement importants en termes d'aide publique au développement vers des politiques climatisées, vers des agricultures familiales qui sont à la fois des clés pour le développement et pour l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. On pourra en parler si vous voulez. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important à avoir en tête, c'est qu'il y a aussi un consensus à l'échelle des négociateurs africains sur l'enjeu de l'évaluation et des métriques. On pourra en parler si vous voulez dans la discussion, mais comme je vous le disais, par exemple, sur l'élevage, vraiment, les calculs des émissions de gaz à effet de serre du continent africain sont largement défavorables, parce que les métriques choisies sont défavorables. On pourra y revenir si vous voulez. Ce qu'on peut aussi dire pour conclure, c'est que, vous savez, on nous sert souvent cette fracture nord-sud, hein, et en fait, on voit que dans le détail, c'est bien plus complexe. Parfois, il y a des alliances un peu improbables, hein, États-Unis, Afrique, sur Food System, on s'y attend pas, qui pousse vraiment à relativiser cette question, enfin cette dichotomie nord-sud, et à relativiser vraiment, ou à prendre avec des pincettes cette notion de global south, hein, de sud global. Ce sud global, il est souvent instrumentalisé. On n'a pas parlé de la Chine, mais la Chine, eh bien, c'est aujourd'hui le pays le plus émetteur, hein, donc elle est dans les négociations avec le G77. Bon, bien sûr, ça pose question, hein. Le groupe des négociateurs africains n'a pas les mêmes intérêts que la Chine, bien sûr. Il faut aussi avoir à l'esprit dans cette dynamique multilatéralisme que l'Union européenne reste le principal partenaire de l'Afrique sur les enjeux climatiques. Et donc ça crée aussi des accointances et aussi des relations de pouvoir. Et que le groupe des négociateurs africains joue encore la carte du multilatéralisme, bien sûr, sans hésiter toutefois à développer des relations bilatérales, hein, ce qui vient aussi compliquer l'émergence d'une position à l'échelle du continent. Euh, enfin, oui, juste un mot sur cette notion. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que les questions agricoles au sein de la COP climat, elles sont bien sûr discutées, négociées au sein de cette COP climat, mais que les questions agricoles et alimentaires sont discutées aussi au sein d'autres arènes, ce qui ne facilite pas aussi l'émergence d'orientations claires sur ces questions agricoles et l'émergence de positions claires de la part des différents acteurs, notamment du groupe AGEN. C'est-à-dire, je m'explique. Euh, dans les arènes de la forêt, notamment liées aux négociations autour de REDD+, on parle de l'agriculture via les forêts. Il y a une initiative qui s'appelle aussi le Global Methane Pledge, hein, c'est un appel pour diminuer le méthane. On parle forcément d'élevage, et donc ça en fait encore une autre enceinte, différente des COP. Il y a aussi l'initiative 4 pour 1000 qui vise à séquestrer du carbone dans les sols. Il y a aussi des initiatives sur l'eau, sur la santé, sur la biodiversité à travers la Convention de biodiversité, sur le commerce à travers l'OMC, encore sur food à travers les négociations sur les systèmes alimentaires mondiaux. Donc tout ça, ça crée une fragmentation entre différents euh, enjeux attenant au changement climatique. Et puis, il y a aussi une fragmentation à l'intérieur même de secteur agricole, parce que vous savez bien que le secteur agricole est organisé en secteurs ou en sous-secteurs, ce qui ne facilite pas non plus l'émergence de positions communes. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pas été trop longue et puis on discute avec plaisir de tout ça.